À la une ce soir, crèche et cantine perturbées ce matin au Lamentin. Un mouvement des employés municipaux contre le passage en conseil de discipline de 9 fonctionnaires. Les parents ont dû s'organiser, vous le verrez dès le début de ce journal. À la une également, épreuve orale pour les candidats au baccalauréat. Dernier jour ce vendredi pour les langues vivantes 2. Nous avons assisté à l'une de ces épreuves au lycée Acajou du Lamentin. Notre invitée ce soir, Alexandra Arnay, membre fondatrice des Amazones, ces femmes touchées par le cancer. Elle nous parlera d'un projet de rénovation à la Ligue contre le cancer. Et puis dans les jardins de Martinique, les jardins de Martinique, livres photographiques, 306 pages avec les plus belles images de notre diversité. Rencontre avec l'auteur en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, notamment en direct depuis notre page Facebook. Pas de cantine ce vendredi au Lamentin. Les employés municipaux protestaient contre le passage devant le conseil de discipline de 9 agents accusés de dégradation de biens publics. Le conseil de discipline a été reporté, mais le fonctionnement des crèches a également été perturbé. Certains parents prévenus à l'avance ont pu tout de même s'organiser. Voyez le reportage de Loïc Régis et de Guy Raphaël René. Comme tous les établissements du Lamentin aujourd'hui, cette école n'assure pas de service de restauration à midi. Les employés municipaux affiliés CGTM-SOEM sont en grève. Les parents doivent donc récupérer leurs enfants. Très mauvaise nouvelle, puisqu'il faut mettre en place une organisation pour récupérer les enfants, les ramener à l'école cet après-midi, ce qui n'est pas facile, donc du coup ils n'auront pas à l'école cet après-midi. J'ai jamais entendu parler de cette grève, alors du coup j'ai préparé. Non, je comprends pas, mais bon, je ne veux pas me mélanger non plus, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Une grève qui paralyse les cantines et les crèches de la ville. Le mouvement est une forme de solidarité envers 4 employés municipaux. Ils doivent comparaître devant le conseil de discipline le 11 juillet. Ils sont accusés par le maire de dégradation volontaire de biens publics. Une version que conteste Michael Eugénie, mise en accusation. On laisse la procédure faire son cours, on ne porte pas de jugement, mais nous, tout ce qu'on sait, c'est que la vérité sera éclatée au grand jour, c'est tout. On n'a pas de jugement à porter, ce n'est pas de revanche, c'est juste que maintenant là, on est dans cette procédure-là. On attend juste le résultat de la procédure pour confirmer les faits que nous avons relatés. Les faits remontent à décembre dernier. Les agents risquent une suspension de 2 mois de salaire. Par rapport à tous les faits qu'ils auront en mai, ils verront si on a volontairement cassé le mur ou si c'était un accident. En ce qui nous concerne, c'était un accident. On l'a dit dans plusieurs courriers, on l'a expliqué. Et puis pourquoi casser le mur de la mairie? Le bâtiment appartient, c'est vrai, monsieur le maire, mais c'est aussi, ça appartient aux salariés. Parce que s'il faut remettre le mur debout, il faut encore payer. Donc pourquoi on l'aurait fait volontairement? Devant la mairie du Lamentin, des syndiqués d'autres professions, santé, commerce ou encore agriculture, la corporation CGTM se dit solidaire. Ce monsieur nous montre aujourd'hui qu'il en a après la CGTM et que c'est ce qu'on appelle la discrimination syndicale, l'entrave à la liberté syndicale. Donc nous avons manifesté notre soutien ce matin et il a quand même envoyé le dossier au conseil de discipline pour demander quand même 2 mois de mise à pied sans salaire pour les agents, sauf que nous sommes prêts à faute de ce conseil de discipline. Les barrages ont été levés en milieu de journée. La mobilisation devrait être reconduite dans 1 mois lors de la comparution des 4 agents devant le conseil de discipline. Ces images maintenant de la reconstitution de l'affaire Dangean, du nom du chef d'entreprise retrouvé mort après 6 mois de disparition en 2016. 3 individus ont été mis en examen dans ce dossier. Ce matin, 2 sont retournés à Sainte-Marie. Ce matin, donc au domicile de la victime et à Font-Saint-Denis, où le corps a été retrouvé en compagnie des magistrats pour expliquer la chronologie et le mobile du meurtre de Jackie Dangean. L'homme âgé de 57 ans au moment du drame a donc été retrouvé. Un procès devrait avoir lieu d'ici quelques années. Justice toujours, l'entreprise Métaldom, condamnée à déménager d'ici 2018, installée à la pointe des Grives. La société de traitement de métaux a été poursuivie par le propriétaire d'un immeuble voisin. Il se plaignait de nuisances sonores, visuelles et pollution. Une décision qui intervient après plus de 5 ans de procédure. On écoute le propriétaire au micro de Louis Sabas. Nous avons agi en justice pour que le respect du droit à l'environnement soit applicable dans cette zone. Alors, les procédures administratives, c'était pour aller tuer le bébé dans l'œuf, c'est-à-dire l'autorisation administrative qui a été accordée pour ouvrir cette déchetterie. Le tribunal administratif a annulé le permis. Ce bâtiment n'a pas d'existence légale
Et donc le permis de construire est annulé, ce bâtiment n'aurait pas dû se trouver. Et donc nous avons agi en démolition de l'immeuble. Le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné la démolition de l'immeuble et ils ont interjeté appel, la cour d'appel de Fort-de-France, faisant valoir le droit des salariés qui travaillent dans cette entreprise et qui sont pour rien dans les décisions de leur patron. Donc on a accordé un délai à Métal-Dôme. Ce délai expire jusqu'au 13 janvier 2018 pour quitter les lieux. Pour cette interview de l'avocat du propriétaire. Le baccalauréat, les épreuves écrites commencent mercredi prochain avec le traditionnel examen de philo, mais les lycéens sont déjà sollicités avec les oraux de langue. Ce matin, épreuve de LV2 au lycée Acajou du Lamentin. Ils étaient près de 130 entre stress et impatience. C'est un reportage de Louise Sabas. Lecture de fiches et signe de stress dans ce petit groupe. Ces étudiantes de série L se préparent à passer l'épreuve de langue vivante d'espagnol. Elles se disent confiantes, mais la peur du faux pas subsiste dans un recoin de leur esprit. Passer devant un professeur, on a déjà l'habitude, donc c'est vraiment se tromper et la note, en fait, l'issue de l'épreuve. Je préférais tomber sur des questions générales car c'est moins précis et on a plus de possibilités de réponses diverses. Ce qui pourrait me désorienter, je vais dire, c'est les erreurs et le fait de bégayer, de prendre du temps au niveau des réponses des questions. Et pour cause, elles doivent s'exprimer pendant 20 minutes en espagnol après 10 minutes de préparation sur un thème. Cet examinateur a reçu en moyenne 11 élèves par jour depuis le début des épreuves le 29 mai dernier. Il a pour habitude d'atténuer le stress des candidats afin que l'examen se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il y en a qui tremblent un peu, il y en a qui ont du mal avec leurs documents. Et finalement, moi je les rassure en les accueillant très simplement et en faisant bien sentir qu'on est là pour passer un examen, mais qu'au final, c'est la bienveillance qui prime, même si derrière il y a un travail de préparation et puis il y a des exigences qui sont attendues, puisque c'est un examen du bac. À l'issue des 30 minutes, les élèves peuvent souffler. Nombreux sont ceux à être satisfaits de leur entretien. C'est après, en prenant du recul, qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être pu dire autre chose, mais maintenant que la pression est retombée, on voit que tout s'est bien passé. J'étais tellement stressée, en fait, limite j'avais envie de pleurer. Et en fait, ils nous mettent vraiment en confiance et les profs sont vraiment bien. La pression retombe, mais rien n'est encore joué. Il nous reste évidemment les épreuves la semaine prochaine. Depuis 5 ans, le lycée Acajou 1, où se déroulent ces épreuves, est centre d'examen. Cette année, ce sont environ 730 élèves qui ont passé les oraux dans cet établissement, ce qui n'est pas sans répercussion sur son fonctionnement. Le problème, justement, c'est l'accueil principalement des secondes. Donc, nous avons réussi à maintenir les cours des secondes jusqu'à aujourd'hui, inclus, jusqu'au vendredi 9. À partir de la semaine prochaine du 12, comme nous avons les épreuves écrites, donc on a le lundi 12 et le 13 pour préparer les salles, donc là on ne pourra plus accueillir nos élèves de seconde. C'en est fini pour cette session orale de langue vivante. Mais dès mercredi prochain, les lycéens de terminale seront de retour dans cet établissement, cette fois pour les épreuves écrites du baccalauréat qui débutent par la philosophie. Voilà pour ce reportage et bon courage à tous les lycéens qui préparent le bac et qui sont en ce moment en pleine préparation. Ce rendez-vous à Madiana, aujourd'hui et demain, le salon de la formation et de l'emploi. Plus de 5000 personnes attendues pour cette 17e édition avec au programme des conférences débats, des ateliers à destination des demandeurs d'emploi et des personnes désirant de se former en Martinique ou ailleurs. Regardez ces réactions recueillies par Alvin Courcy. L'information que j'ai eue qui est importante aujourd'hui, c'est que comme j'avais déjà commencé une formation dans l'APH, qui était très motivante pour moi quand j'étais au SMA, donc comme je n'ai pas pu finir la formation, donc là aujourd'hui je suis venu au niveau du Pôle emploi et la conseillère m'a dit d'aller voir la dame qui me suivait au niveau du Pôle emploi pour finir la formation, qui commence bientôt là si je veux. J'ai choisi de faire la prépa premièrement parce que la première année de médecine est jugée dure, assez compliquée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je choisisse une prépa parce que pour m'aider et m'accompagner à réussir mon concours.
parce que il y a la concurrence et il vaut mieux mettre toutes les choses de son côté pour réussir la première année commune de médecine. La cible que l'on a est assez vaste puisqu'on s'adresse aussi bien aux bacheliers qu'aux adultes en recherche d'emploi ou aux personnes en reconversion. La plupart du temps, on a des questions qui vont concerner les épreuves en elles-mêmes ou sinon parfois les gens se cherchent un petit peu, n'ont pas forcément une idée du concours qu'ils veulent passer et voudraient avoir des informations assez variées sur l'ensemble des prestations qui sont proposées. Le but du salon, c'est d'apporter le maximum d'informations à nos jeunes qui souhaitent rester en Martinique et se former. Mais c'est une réalité, il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont pour des formations qui n'existent pas en Martinique. Mais on peut quand même se former ici. Il y a une large gamme d'organismes qui proposent toutes sortes de formations. Notre invitée ce soir, Alexandra Arnay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de l'association Amazon qui regroupe des femmes qui ont été touchées par le cancer. Et vous êtes en ce moment dans une opération qui s'appelle Pump It Up la Ligue. On va voir les images tout de suite. Une opération qui permet de rénover les espaces intérieurs de la Ligue contre le cancer en Martinique. Alors on le voit ici, le hall d'accueil, mais aussi les espaces de santé. Et vous avez mené un projet qui va toucher à sa fin d'ici la fin de la semaine. Et voilà le résultat, un espace rénové, notamment avec l'aide d'un architecte qui a pu repenser cet espace qui est évidemment très important pour les personnes touchées par le cancer. Alors pendant que ces images défilent, une première question, comment vous est venue cette idée ? Alors l'idée m'est venue tout simplement parce que forcément quand on est quelqu'un qui passe par cette épreuve qui est le cancer du sein notamment me concernant, c'est des lieux obligés. Donc il y a Clarac, il y a la maison de la mère et de l'enfant, et il y a aussi la Ligue contre le cancer. C'est une des portes d'entrée pour les personnes qui sont malades. Et donc en allant à la Ligue pour leur présenter un projet que l'association Amazon prépare pour octobre prochain, j'ai effectivement vu qu'il y avait peut-être 2-3 choses à faire. J'en ai parlé avec le directeur qui m'a dit « Écoutez, Madame Arnay, vous avez raison, mais on n'a pas de sous. » Alors je leur ai dit « Vous n'avez pas de sous ? » Bah écoutez, il n'y a pas de souci. On va faire une espèce de Lassotet version 2017. C'est-à-dire que j'ai une amie qui est architecte. Je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais bénévolement repenser l'espace ?» C'est ce qu'elle a fait. Et ensuite, j'ai sollicité des amis ont sollicité des amis pour que on puisse venir peindre, poser du parquet. On a sollicité des entreprises. Alors tout ça, ça s'est passé il y a 1 mois. Et il y a 1 semaine, on a véritablement mis la machine en route. Et c'est vrai qu'à la Ligue contre le cancer, ils me disaient Madame Arnay, c'est une super idée, mais vous allez trouver... Ils n'y croyaient pas. Ils étaient incrédules. Ils avaient envie d'y croire. Ils voyaient mon énergie, mon envie de bien faire, mais ils n'y croyaient pas. Et je leur ai dit, vous savez quoi, les Martiniquais ont du cœur, chiche. Et aujourd'hui, on peut dire que, voilà. Mais vous avez bien raison, puisque votre projet va voir le jour, puisque vous avez déjà récolté toute la matière première pour pouvoir réaliser ce projet. Vous avez déjà prévu donc les travaux qui vont se faire entre samedi et dimanche, livraison prévue à 14h. C'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer ce succès, justement ? Qu'est-ce qui fait que les gens se sont mobilisés pour ce projet ? Alors je crois qu'en premier lieu, le message qui a été passé par l'association Amazon, puisque tout a démarré sur les réseaux sociaux, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux qui a été partagé plus de 180 fois, vu par près de 20 000 personnes, et le message disait ceci, on a tous à un moment ou un autre eu quelqu'un dans sa famille ou dans ses amis qui ont été touchés par cette maladie, on l'a vu affaibli, malade, peut-être un peu triste, sans savoir ce qu'on pourrait faire concrètement pour arranger les choses. Alors j'aurais dit aujourd'hui concrètement on peut faire quelque chose et c'est ça. Les valeurs d'Amazon c'est bienveillance, les valeurs d'Amazon c'est solidarité et c'est action. Je leur dis souvent, c'est un peu la légende du colibri, il y avait le feu dans la forêt et tous les animaux de la forêt s'enfuyaient en disant mais non il y a trop de choses à faire, c'est pas possible, la forêt va prendre feu. Et le colibri il revient et il met sa goutte d'eau et il y a le lion qui lui dit « Non mais attends, mais t'es débile, ça sert à rien ». Et le colibri lui dit « Oui, mais moi je fais ma part ». Et moi je me suis dit « Je veux faire ma part », même si c'est apporter un meuble, même si c'est peindre un pan de mur, même si c'est demander à une copine architecte de repenser, parce que c'est un vrai métier de penser des lieux tels qu'elle l'a fait en tout cas, eh bien je veux faire ma part. Et en faisant chacun notre part, peut-être que l'incendie, on va l'éteindre cette forêt. On va l'éteindre de cette forêt. Et l'incendie aujourd'hui, et ça c'est
un vrai fléau en Martinique, c'est le cancer. Le cancer, c'est 1500 personnes en Martinique. C'est une femme sur 8 qui, à un moment dans sa vie, sera confrontée au cancer du sein. C'est une femme sur 4 qui aura un cancer dit féminin. Aujourd'hui, on est véritablement face à une problématique sanitaire en Martinique et il faut s'y pencher. Et on pense à guérir les corps, mais guérir les âmes, c'est tout aussi important. Être dans du beau, ça fait du bien. Alors justement, c'est important, vous venez de le dire, mais il y a aussi d'autres priorités, notamment dans la prise en charge et également dans les nouveautés en termes de soins et en termes aussi du patient qui serait mis au centre de cette offre de soins. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type qui pourront faire avancer d'autres dossiers ? Oui, vous avez parfaitement raison. Le patient, il est au centre, il doit être au centre. Non seulement il doit être au centre, mais sa parole doit être au centre. Et aujourd'hui, en Martinique, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que des personnes tout à fait compétentes réfléchissent à ce qui pourrait être bien pour les patients atteints du cancer, sauf que notre parole, on ne l'entend pas. On ne nous la demande pas. Et aujourd'hui, avec ces femmes qui ont été atteintes par un cancer, puisqu'il y a une exposition photo avec des femmes, cette exposition s'appelle Amazon et aura lieu en octobre, eh bien, on dit qu'on existe, on dit notre présence au monde. C'est Mandela qui disait « Ce que tu fais sans moi, tu le fais contre moi ». C'est complètement ça. Les malades veulent dire qu'ils veulent être acteurs de la guérison, qu'ils veulent être acteurs du changement. Et j'espère qu'avec ce type d'initiative, on comprendra que nous ne sommes pas des petites choses fragiles et donc justement, qu'on veut agir. vos projets pour l'avenir, vous avez d'autres rendez-vous prévus? On a d'autres rendez-vous, on a décidé d'aller aussi vers les personnes qui sont esseulées. Il y a des personnes qui peuvent tout simplement pas se déplacer, qui sont communes. Eh bien, on a décidé de faire des petites expéditions, leur amenant une corbeille Amazon, une box Amazon avec des magazines, passer un moment avec eux. Il y a également un atelier nutrition pour les personnes qui font de la chimiothérapie. On ne peut pas manger n'importe quoi. Et on a décidé d'aider la personne qui a l'intention d'installer ça en Martinique. Et puis, il y a la villa éphémère, qui sera une villa où il y a plusieurs thématiques. La thématique santé, la thématique culture et la thématique société, où il y aura des concerts, des ateliers, des conférences, débats. Et on va parler du cancer autrement. Merci beaucoup, Alexandra. Vous venez avec nous demain, eh bien, donner un coup de main? Alors, je travaille. Je sais, à la sauter. Hein, alors, donc, on va essayer de passer de dimanche à 14h. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. En tout cas, le message est passé. Merci encore. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette association Amazon. L'initiatrice. L'initiatrice qui regroupe... Et qui a beaucoup de personnes encore. Tout à fait, qui regroupe les personnes qui sont atteintes, qui ont été touchées par le cancer. Et on rappelle donc cette manifestation, cette opération qui va toucher à sa fin dimanche à 14h avec cette rénovation de l'espace intérieur, l'espace d'accueil et également de soins de la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Restez avec nous, la suite de votre journal, l'actualité des régions et en Guyane, la grève au centre hospitalier André Rosemont qui s'est terminée aujourd'hui. Les syndicats ont pu obtenir gain de cause. En Guadeloupe, la Banque alimentaire lance sa collecte annuelle ce week-end, un acte de solidarité pour les plus démunis. Et puis votre JT des communes, l'inquiétude des parents d'élèves de Rivière-Laure à Fort-de-France. Ils redoutent la fermeture de l'école. C'est tout un quartier qui serait menacé. Après 2 mois de mobilisation, les grévistes du centre hospitalier André Rosemont ont mis fin à leur mouvement de grève ce vendredi. Les négociateurs ont pu obtenir, avec les émissaires du gouvernement, plus de 110 postes pour l'hôpital. On fait le point avec nos confrères d'ATV Guyane. L'heure est aux festivités sur le piquet de grève de l'hôpital de Cayenne. Le protocole d'accord vient d'être signé. Après 74 jours de grève et 3 jours de négociation, l'ambiance est au soulagement. On a tenu jusqu'au bout et on avait dit, on a été jusqu'au bout des 74 jours de grève. Et on n'était pas dans le faux, ça je veux dire ça. Et là, dans ce protocole, le suivi sera fait par l'UTG Santé et l'amélioration des conditions de prise en charge des patients à l'hôpital de Cayenne. L'hôpital devra avoir une autre image. On l'a dit, on l'a redit, que tout le monde se mette au travail maintenant. Que tout le monde se mette au travail. S'ils ne veulent pas travailler, qu'ils quittent l'hôpital et envoyer des gens qui veulent travailler. Des négociations très constructives qui ont été plutôt faciles selon l'UTG Santé, mais également selon Pierre Lestéven qui a dirigé la mission. Parmi les mesures de ce protocole, il y a la création de 110 nouveaux postes dans l'immédiat, 100 dans les services de soins et 10 dans l'administratif, mais également l'intégration de 75 contractuels chaque année. Alors, le paradoxe, c'est qu'un certain nombre de ces revendications, effectivement, qui correspondaient à ce qu'il y avait dans le rapport, étaient déjà, je dirais, les actions étaient déjà engagées. Donc, c'est des points, on a pu aller dans le détail, mais je veux dire que le protocole était facile à obtenir dans la mesure où ce rapport, vous l'avez vu, était sans concession. Il a appelé de la part des pouvoirs publics un certain nombre d'actions qui mettent du temps à être visibles,
Hein, je veux dire, en plus, on a traversé une période où les décisions administratives n'étaient pas forcément très fluides. Et donc, en fait, quand on abordait beaucoup des points, globalement, pas mal de choses étaient en route. Hein. Quant au projet de CHU à Cayenne, cela semble en bonne voie. Donc là, un CHU, c'est une ambition à moyen terme. Ça se construit, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer comme ça, ex nihilo, 20 PUPH. Hein, il faut quand même pratiquement 40 ans pour former, 30 à 40 ans pour former un professeur des universités médecin. Donc ça se construit. Et je pense qu'on a des bases pour le construire aujourd'hui en Guyane. La solidarité pour les plus démunis joue en Guadeloupe. La Banque alimentaire a lancé ce vendredi sa campagne de juin. Objectif, récolter un maximum de denrées alimentaires. On fait le point sur cette première journée avec Karine Diama. Événement incontournable du milieu associatif solidaire, la collecte de la Banque alimentaire revient pour 2 jours de dons. Chaque année, nous organisons 2 collectes. Une collecte nationale avec toutes les banques alimentaires fin novembre et la collecte départementale en prévision de la saison cyclonique, donc pour nous prémunir un petit peu dans le cas où nous aurions une grande nécessité au cours de cette période cyclonique. Pour récolter un maximum de denrées, des dizaines de points de collecte sont disponibles sur l'ensemble de l'archipel. Pratiquement bon nombre, 70 grandes surfaces et petites et moyennes surfaces du département. Donc on peut s'y rendre quand on fait ses courses et trouver la liste des produits, mettre quelque chose pour la banque alimentaire. Si certains produits sont trop fragiles ou trop frais pour être donnés, la Banque alimentaire met l'accent sur certains produits en particulier. Nous répertorions les produits de première nécessité, bien souvent. Nous répertorions aussi des produits d'hygiène, des produits aussi pour bébés. Voilà ce dont on a des fois le plus besoin. Et dans chaque supermarché, nous avons établi une liste qui précise si vous voulez, la nécessité actuelle. En 2016, 33 tonnes de denrées avaient été collectées lors de cette même opération. Cette année, la Banque alimentaire compte sur les généreux donateurs pour égaler, voire dépasser ce nombre. Retour en Martinique pour terminer ce journal. 306 pages pour découvrir les jardins de Martinique, un livre qui vient de sortir. Nous vous proposons ce soir de rencontrer l'auteur de cet ouvrage qui a pu réunir les plus belles photographies de la riche biodiversité de notre île. Un reportage signé Alvin Courcy. Ah, j'avais fait des photos, là, je me rappelle. Ouais. On guettait un colibri, là. Après avoir sillonné les jardins de Guadeloupe et de la Réunion, c'est en Martinique qu'Isabelle est tombée une nouvelle fois amoureuse. Après 5 ans de recherche, de visites et d'échanges, la publication de son dernier ouvrage lui est apparue comme évidente. J'ai fait plusieurs séjours à la Martinique, munie de mon appareil photo, de mon carnet de notes. J'ai commencé par visiter les jardins qui étaient ouverts au public. Et j'ai aussi essayé de me créer un réseau. Ça a fait boule de neige et ça a été extraordinaire parce que les Martiniquais m'ont ouvert spontanément avec énormément de gentillesse leur jardin et chaque propriétaire m'a indiqué un autre jardin. C'est comme ça que je me suis constitué mon carnet de visite. Le petit potager qui est en photo dans le livre. Oui, dans le livre. Ouais. Il s'est encore étoffé depuis la dernière fois. Ouais, 2 ans après leur première rencontre, Isabelle, Sylviane et Patrick se retrouvent pour parler de fleurs, de fruits, de jardins, d'une passion commune. Au gré d'un étroit chemin qui sillonne le Morne pour s'enfoncer dans la ravine, bercé par le chant des oiseaux et la douceur des alizés, le temps semble se suspendre lors de la visite. Et c'est ce sentiment qu'Isabelle traduit dans chacune des lignes qu'elle consacre à une vingtaine de jardins martiniquais. Les propriétaires, je leur suis infiniment reconnaissante parce que quand je les ai appelés il y a 2 ans pour visiter leur jardin, ils étaient en plein travaux, le jardin n'était pas ouvert au public. Et ils ont eu la gentillesse de me l'ouvrir quand même. Et ça a été une extraordinaire découverte.
Et ce que je ne savais pas, c'est que Sylviane était d'origine réunionnaise et que finalement c'était le plus joli lien qui soit avec mon livre précédent qui était consacré au jardin de la Réunion. Véritable voyage végétal du jardin de l'habitation à Slatouche, en passant par la savane des esclaves et bien sûr le jardin de Bonneville. Le lecteur appréciera les 365 planches photographiques qui illustrent les propos de l'auteur. Une aubaine pour Patrick et Sylviane qui espèrent accueillir encore plus de visiteurs grâce à cet ouvrage. L'article qu'elle a fait, bon, il était pas mal, je l'ai lu et effectivement ça nous apporte un plus, ça donne une autre visibilité, un autre point de vue par rapport, c'est vrai que c'est les autres articles qu'on a eu parce que c'est un petit peu plus approfondi, donc plus travaillé, donc c'est un très bel article sur celui qui est pas mal. L'ouvrage a été publié en 3000 exemplaires pour que chacun puisse découvrir les trésors qui arborent nos mornes, des décors qui n'ont pas fini de passionner Isabelle, qui aspire à publier un nouveau livre, cette fois en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et ce soir, votre JT des communes s'intéresse à l'avenir de l'école de Rivière-Laure. Elle serait menacée selon certains parents. Ils craignent la fermeture de l'établissement. La municipalité de Fort-de-France, pourtant, dément tout projet en ce sens. Hubert Bornil et Loïc Régis ont rencontré les parents et les responsables municipaux. Regardez. L'annonce de la mort annoncée de l'école primaire de Rivière-Laure, est-ce une vérité ou tout simplement une rumeur? À l'heure qu'il est, on peut dire que des questions se posent, évidemment, même si la municipalité, de son côté, dit qu'il n'en est absolument rien. Et l'on reparle de l'éventualité d'une fermeture programmée de l'école primaire de Rivière-Laure. À travers une lettre, des représentants de parents d'élèves semblent dénoncer un certain projet en bas-feuille de la municipalité foyalaise visant à réduire l'effectif établi aujourd'hui à 85 élèves. Moi j'habite le quartier, je suis né ici, il est hors de question que le quartier meure. Si l'école meurt, le quartier meurt. C'est vice-versa. Donc pas de fermeture d'école, simplement on va discuter avec la mairie, savoir dans quelles conditions, comment maintenir l'école. Du coup, la rumeur s'est répandue dans le quartier. La plupart des parents d'élèves que nous avons pu aborder ne dissimulent pas leur crainte de voir l'établissement fermé un jour. C'est une bonne école, une excellente école. Par rapport à l'encadrement de l'école et à l'enseignement aussi, je trouve que vraiment cette école se focalise groupe par groupe, s'occupe bien des élèves, prend en compte les difficultés de chaque élève pour pouvoir les améliorer. L'école de Rivière-Laure compte actuellement 3 classes de primaire et 2 de maternelle et c'est peut-être à ce niveau qu'il y a un quiproquo. Les enfants y sont admis dès l'âge de 2 ans et demi à la faveur d'une dérogation signée du maire. On avait 3 demandes, on a pris 2. La 3e dérogation, c'est un enfant qui est né le 18 juillet 2015. Donc, il ne rentre pas, les dérogations se font jusqu'en avril et les enfants rentrent progressivement. Le représentant de la mairie semble très sûr de lui. La question de la fermeture de l'école n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas encore. Le maire de Fort-de-France a pris l'engagement de ne pas fermer l'école. Ça, c'est acté. L'élu que je suis du secteur est en phase avec le maire. Il n'y a pas de fermeture annoncée. C'est plus moi qui fais l'école là. La pub que tu ne fais pas pour nous, on va la faire, on veut la faire. Si l'on doit retenir autre chose sur ce dossier, c'est que la communication n'est pas du tout rompue entre la municipalité et les parents d'élèves. D'ailleurs, on le voit, on le vit pleinement là en ce moment même. Les discussions vont bon train. Voilà, c'est la fin de votre journal. Restez avec nous à suivre Antje Peya avec Régine Germani. À tout de suite.